Bonjour à tous. Alors l'année dernière, ici même, à la même époque, le principal message que nous soulignions en ce qui concerne les économies avancées était que finalement, elles avaient retrouvé leur rythme de croisière. Ce que nous disions aussi cependant était qu'à l'orée de l'année 2016, elles allaient devoir faire face à deux risques. Le premier était lié aux émergents, et notamment la Chine, j'y reviendrai cet après-midi. Et le deuxième, déjà à l'époque, était lié au risque politique, puisque s'annonçait l'année 2016 avec les échéances électorales que vous connaissez. Donc quel est le bilan de ce diagnostic un an plus tard ? Vous le savez, il y a eu énormément de chocs politiques plus ou moins inattendus au cours de l'année 2016. Je ne vais pas y revenir dans le détail, mais finalement, le paradoxe est que si on s'en tient aux dynamiques macroéconomiques, les croissances, à la fois aux États-Unis, en zone euro et même au Royaume-Uni, ont été peu affectées au mieux, au pire, on va dire. Donc, et la question qui se pose à l'orée de cette année 2017 est presque similaire. C'est finalement, est-ce que les économies avancées vont parvenir cette année à éviter tous les écueils politiques qui sont sur leur chemin? Donc, essayons de répondre à cette question simple, en commençant par la zone euro. Vous le savez aussi, les incertitudes politiques en zone euro n'ont jamais été aussi élevées qu'aujourd'hui. C'est ce que reflète par exemple le graphique que vous voyez sur la gauche derrière moi, qui montre un indice d'incertitude politique par pays. Alors plus précisément, cet indice nous montre la fréquence d'occurrence de mots synonymes d'inquiétude économique et politique dans la presse. Et sans surprise, elle est au plus haut au Royaume-Uni, mais également en France, vous le voyez juste en dessous, à l'orée de cette année 2017, ainsi qu'en Allemagne. Donc ces incertitudes, comme on l'explique, bien sûr par la montée de nouveaux mouvements politiques qui résultent des frustrations sociales grandissantes, on en parlait ce matin. Et une des questions est que si ces mouvements politiques génèrent des incertitudes à l'approche des prochaines élections, finalement, quel va être l'impact sur la croissance si les entreprises sont amenées à repousser leurs décisions d'investissement et si les consommateurs font de même. Alors c'est ce que nous avons essayé de quantifier, et vous le voyez sur le graphique de droite, qui montre en fait un modèle statistique simple entre d'un côté l'indice d'incertitude que vous voyez sur la gauche et de l'autre la croissance du PIB. Et ce que nous montre ce graphique de droite, c'est finalement quel serait l'impact sur la croissance des pays européens si leur indice d'incertitude politique que vous voyez sur le graphique de gauche augmentait autant qu'au Royaume-Uni au moment du Brexit. Donc quel est le résultat ? Vous voyez que par exemple pour l'Allemagne, la croissance serait affectée de l'ordre d'un demi-point de croissance. Pour l'Italie, c'est moins, ce serait de l'ordre de 0,2 points. Finalement, on l'interprète d'une manière assez simple. Ça nous confirme que les entreprises et les ménages italiens sont habitués à faire face à des changements politiques relativement fréquents. Et dans le cas de la France, vous voyez, ce serait davantage, si jamais, à l'occasion des prochaines élections présidentielles ou législatives, les incertitudes augmentaient autant qu'au Royaume-Uni au moment du Brexit. Dans ce cas, la croissance perdrait 0,7 points. Donc pour dire les choses clairement, nous prévoyons une croissance de 1,3% cette année en France. Dans le cas d'un choc politique majeur, elle serait divisée par 2. Bon, cependant, il faut quand même souligner que la réalisation de ce scénario de risque est loin d'être automatique. Pour que ce scénario de risque se réalise, il faut tout d'abord que les canaux de transmission entre d'un côté la sphère politique et de l'autre la sphère économique fonctionnent. Or, le premier d'entre eux, vous le savez, c'est la volatilité sur les marchés financiers. Et c'est d'ailleurs un des enseignements majeurs de l'année 2016, c'est que désormais, ce lien de cause à effet entre d'un côté incertitude politique et de l'autre volatilité sur les marchés financiers n'est plus automatique. Vous le voyez, il y a clairement une déconnexion, c'est ce qui ressort du graphique de gauche, entre donc d'un côté les incertitudes politiques en bleu et de l'autre la volatilité sur les marchés en vert. Alors comment expliquer cette déconnexion soudaine ? Deux raisons possibles d'après nous. La première, ce serait qu'en quelque sorte, les marchés sont anesthésiés par les volumes de liquidités très importants qui sont injectés par les banques centrales sur les marchés financiers. Et puis la deuxième, et encore plus simple, elle est que finalement, les marchés sont lassés du risque politique. Et c'est d'ailleurs ce que tend à confirmer le graphique que vous voyez sur la droite, qui vous montre chaque événement politique majeur dans les économies avancées depuis 2010, et puis à chaque fois le niveau de volatilité sur les marchés associés. Donc de manière chronologique de haut en bas, qu'est-ce qu'on constate ?
avec au départ, bien sûr, beaucoup d'événements qui concernaient la Grèce, on constate que le niveau de volatilité, plus le temps passe, a tendance à baisser. Et donc la grande question, et pour être tout à fait franc avec vous, c'est très difficile d'y répondre au début de cette année 2017, et est-ce que cette déconnexion entre risque politique d'un côté et marché financier de l'autre va perdurer ou pas? Ensuite, une autre question posée par cette montée de nouveaux mouvements politiques est que finalement ces mouvements ont remis sur le devant de la scène la question de la relance budgétaire. C'est le cas au Japon, c'est le cas aux États-Unis, il en a déjà été question ce matin, c'est le cas aussi en zone euro bien sûr. Et là, le message principal que je voudrais souligner est que pour différentes raisons d'une région à l'autre, il y a trop d'espoir en la matière et qu'il y aura peu à attendre finalement au début de cette année 2017. Alors pour le comprendre, regardons au cas par cas, peut-être en commençant par le Japon. L'été dernier, le gouvernement japonais a annoncé des mesures de relance budgétaire très importantes pour essayer de sortir une énième fois de la déflation. Le problème est que, historiquement, quand on regarde les précédents en la matière au cours des 15 dernières années, et vous les voyez en vert sur le graphique de gauche, finalement, des politiques de relance budgétaire au Japon n'ont jamais fonctionné, ne sont jamais parvenues à relancer la croissance. Pourquoi? Mais tout simplement parce que lorsqu'on est dans un contexte où la dette publique est extrêmement élevée, les ménages et les entreprises, face à une relance, ne consomment pas plus, n'investissent pas plus, tout simplement parce qu'ils anticipent des politiques de rigueur futures. Et c'est exactement ce qui va se passer dans le cas du Japon, et c'est d'autant plus flagrant que ces politiques de rigueur futures ont déjà été annoncées avec une augmentation du taux de TVA pour 2019. La logique, quelque part, est assez similaire en zone euro, et c'est d'ailleurs pour ça que la question de l'efficacité de la politique budgétaire aujourd'hui, elle est même secondaire, puisque vous le voyez sur le graphique de droite, malgré les nombreux appels au niveau national de plusieurs partis politiques, malgré même les appels de la Commission européenne en fin d'année dernière, les gouvernements européens, quand on fait la moyenne de ce qu'ils ont annoncé, n'anticipent, ne prévoient aucune relance budgétaire l'année prochaine. Donc la bonne nouvelle, cette année, pardon. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sorti de la rigueur budgétaire. Vous voyez que l'indicateur de rigueur budgétaire sur le graphique de droite n'est plus en territoire positif. Mais la mauvaise, c'est que si on voit le verre d'eau à moitié vide, il n'y a pas non plus de relance budgétaire à attendre pour cette année. Et enfin, les États-Unis, très rapidement, puisqu'il en a déjà été question plus tôt ce matin. C'est d'ailleurs la politique budgétaire et les politiques de relance annoncées durant la campagne, notamment en ce qui concerne un plan d'investissement massif en infrastructure. C'est une des raisons pour lesquelles les marchés financiers ont beaucoup augmenté suite à l'élection de Donald Trump. Ceci dit, là aussi, encore une fois, quand on regarde, même s'il y a beaucoup d'incertitudes, quand on regarde les dernières déclarations du président Trump, il semble que dans son agenda, ce plan d'investissement en infrastructure ne fasse pas partie de ses premières priorités. L'abrogation de la loi Obamacare, une loi sur le rapatriement des profits des entreprises américaines à l'étranger seront sans doute votées ou discutées d'ici peu. Mais pour ce qui concerne un projet aussi controversé, rien qu'au sein du camp républicain, de relance massive en matière d'investissement en infrastructure, ce ne pourra se faire probablement pas avant le prochain processus budgétaire et donc le début de la prochaine année fiscale qui commence aux États-Unis le 1er octobre. Donc vous l'aurez compris, au mieux, même aux États-Unis, pas d'effet massif en matière de relance budgétaire avant la fin de l'année. Et le problème est que finalement, si aux États-Unis, on fait abstraction 2 minutes de la dynamique politique et de la question de la politique économique, je sais que c'est difficile, mais si on se focalise uniquement sur la dynamique cyclique de l'économie américaine, eh bien les signes se multiplient, des signes montrant que la surchauffe est proche se multiplient. Le taux de chômage est au plus bas, les salaires augmentent, les profits des entreprises baissent. Vous le voyez en bleu sur le graphique derrière moi. Généralement, ce type de signe est annonciateur que la période d'expansion est proche. C'est la même chose si on regarde ça au niveau sectoriel. Les ventes automobiles ont commencé à baisser et vous le voyez derrière moi, d'après nos prévisions, ça va se poursuivre cette année. D'ailleurs, plusieurs constructeurs ont annoncé ce mois-ci des arrêts temporaires de production pour écouler des stocks. Et puis, tendance comparable finalement du côté de la construction, où on avait l'habitude de voir au cours des dernières années des permis de construire qui augmentent de l'ordre de 10% par an. Encore une fois, regardez nos prévisions derrière moi, on sera plus sur un rythme de croissance de l'ordre de 5% cette année, ce qui n'est pas catastrophique, mais ce qui n'est pas aussi bon que ce qu'on avait l'habitude de voir.
Donc, on est en haut du cycle aux États-Unis, ce qui plaide plus pour un ralentissement, d'autant plus qu'encore une fois, il y a moins à attendre que prévu en matière de politique budgétaire. La bonne nouvelle en ce qui concerne la zone euro, c'est que, vous le savez aussi, on est loin de voir des signes de surchauffe. Une autre manière de l'illustrer est ici sur le graphique de gauche. Certes, le taux de chômage a baissé de manière assez significative au cours des 2 dernières années pour la zone euro dans son ensemble, mais vous constatez aussi qu'on est encore loin du taux de chômage d'équilibre, seuil généralement à partir duquel les signes de surchauffe apparaissent. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'il y a toujours des marges de manœuvre en matière de rattrapage, à la fois au niveau macroéconomique, par exemple, dans un pays comme l'Espagne, où même si la croissance a été supérieure à 3% au cours des 2 dernières années, nous anticipons qu'elle restera proche de 2,5% cette année. Et puis, des marges de manœuvre aussi en matière de rattrapage au niveau sectoriel. Si vous regardez un secteur comme l'automobile, le niveau des ventes reste inférieur à celui d'avant-crise dans la quasi-totalité des pays, l'Allemagne faisant figure d'exception. Même chose du côté de la construction, où la reprise n'en est sans doute qu'à ses débuts. Le seul problème, finalement, avec cette position dans le cycle, est que si on est loin de voir des signes de surchauffe, il y a peu à attendre en matière d'augmentation de salaire. C'est ce qui ressort sur le graphique de droite. Donc vous voyez sur les points ocre, sur ce graphique, indiquent les attentes, les prévisions en matière de croissance nominale des salaires. Le problème étant que, vous le savez, l'inflation va augmenter cette année, notamment en raison de l'augmentation des cours des matières premières. Et donc ce qui compte, finalement, n'est pas ce point ocre, mais ce qui compte, c'est la barre en bleu qui indique la progression des salaires en termes réels. Et là, vous le voyez, quel que soit le pays, cette progression sera nettement moindre cette année que l'année dernière. Donc, dit autrement, quand on essaie de combiner tout ça, une progression poursuivie de l'emploi, une dynamique toujours favorable dans beaucoup de secteurs d'activité, mais de l'autre, une progression moindre du pouvoir d'achat, vous le voyez, tout ça plaide pour une croissance modérée, mais relativement stable cette année en zone euro. Alors, la bonne nouvelle quand même qui est liée avec cette progression de l'inflation, elle est pour les entreprises, parce qu'elle leur permet de maintenir des coûts de financement réels, c'est-à-dire ajustés de l'inflation, très bas. Et c'est d'ailleurs ce qui compte pour essayer d'évaluer quelles vont être les perspectives en matière d'investissement. Donc nous avons essayé de le faire là sur le graphique de gauche, vous le voyez pour la France, où donc nous prévoyons toujours une croissance de l'investissement positive cette année, parce que justement ces coûts de financement réels restent bas, parce que la demande adressée aux entreprises, qui est représentée ici par la consommation des ménages, reste à un niveau modéré, et malgré ces inquiétudes, donc que vous voyez là, la courbe en verte, pour lesquelles nous avons repris l'indice d'incertitude que je vous montrais un peu plus tôt. Donc, une croissance de l'investissement toujours modérée pour les entreprises, c'est en ligne avec une croissance de 1,3% en France, je vous le disais. C'est, encore une fois, je me répète, une croissance un scénario dans lequel nous anticipons qu'il n'y aura pas de choc politique majeur. Et s'il y en avait un, je me répète, mais la croissance pourrait être divisée par 2. Donc dans ce contexte macroéconomique plutôt stable, les défaillances devraient continuer de baisser, après moins 3% l'année dernière, sans doute moins 1% cette année. Et finalement, les seuls bémols, les seules nuances à souligner sont du côté sectoriel. Vous voyez que cette baisse des défaillances ne concerne pas tous les secteurs. Certes, ça va mieux dans la construction, ça va mieux même dans les secteurs comme la métallurgie, où vous voyez que les défaillances baissent après avoir certes fortement augmenté les années précédentes, mais dans d'autres secteurs d'activité comme l'habillement ou comme les transports, les défaillances restent sur une tendance haussière. Alors, la situation au Royaume-Uni est bien sûr extrêmement différente, mais là aussi, le message qu'on voudrait souligner est que les dynamiques sectorielles sont contrastées. Le point principal pour l'année 2017 en matière de conjoncture au Royaume-Uni, ça va être l'impact de la baisse passée de la livre. Alors, premièrement, du côté positif, lorsque le taux de change se déprécie, vous le savez, ça a un effet positif sur les exportations. D'après nos estimations, les exportations britanniques augmenteront de 1,5% du fait de cette dépréciation de la livre de 15% en fin d'année dernière.
Donc encore une fois, si vous voyez le verre d'eau à moitié plein, vous vous dites que c'est positif. Si vous le voyez à moitié vide, vous vous dites que plus 1,5% avec une dépréciation de 15%, finalement, c'est relativement peu, et c'est vrai. Mais ça aura le mérite de soutenir des secteurs comme la pharmaceutique ou encore comme l'automobile. Le point négatif est que, vous le savez aussi, une dépréciation du taux de change augmente les prix importés, et donc nous anticipons aussi une augmentation significative des prix importés et de l'inflation, plus 1 point, vous le voyez à gauche, rien seulement dû à ce facteur de la dépréciation du taux de change. Et donc, les secteurs qui dépendent beaucoup des importations d'intrants pourraient être pénalisés, comme la construction, mais également des secteurs qui dépendent beaucoup de la consommation des ménages, comme la distribution. Vous le voyez un peu sur notre graphique, sur le tableau de droite, qui vous montre notre baromètre sectoriel qui est mesuré grâce notamment donc, à notre expérience de paiement chez Coface, grâce à des données financières publiées par toutes les entreprises cotées, et puis grâce aussi à l'expertise de nos arbitres, à la fois ici à Paris, et puis en ce qui concerne bien sûr le Royaume-Uni, donc au Royaume-Uni. Donc dans ce contexte un peu contrasté pour le Royaume-Uni, vous ne serez pas surpris d'apprendre que nous prévoyons donc pour cette année une augmentation des défaillances d'entreprises. C'est ce qui ressort sur le graphique de gauche. Une légère augmentation aussi à attendre, notamment aux États-Unis et au Japon. En revanche, je vous l'ai dit dans le cas de la France, mais je vous le précise maintenant dans le cas des autres pays de la zone euro, nous continuons d'anticiper que les défaillances d'entreprises vont baisser dans la quasi-totalité des pays de l'Union monétaire. Le seul bémol, finalement, c'est que, et c'est un paradoxe, on est dans un contexte où les défaillances baissent, mais dans le même temps, les créations d'entreprises, elles, augmentent très peu. Et c'est ce qui ressort, par exemple, du graphique que vous voyez à droite pour certains pays, où dans un pays comme l'Allemagne, où les défaillances d'entreprises sont à un plus bas niveau historique, où nous prévoyons qu'elles vont continuer de baisser cette année. Pourtant, malgré ça, les créations d'entreprises, elles, restent à un niveau qui est quasiment 20% inférieur à celui d'avant-crise. Alors comment explique-t-on ce paradoxe qui semble montrer finalement que le processus de destruction créatrice de Schumpeter ne fonctionne plus? Une des explications possibles réside dans les effets secondaires finalement des politiques monétaires ultra-expansionnistes qui ont été décidées, vous le savez, depuis la crise. C'est vrai qu'à court terme, elles ont le mérite de maintenir en vie des entreprises très endettées, en difficulté. Le seul problème est qu'à moyen terme, et on commence à s'en rendre compte aujourd'hui, elles posent aussi pour problème que ces ressources de financement qui sont consacrées à ces entreprises en difficulté, ce sont autant de ressources de financement en moins pour les jeunes entreprises innovantes et émergentes. Et en tout cas, c'est un des enseignements de la décennie, ou plutôt des 2 décennies perdues au Japon, puisqu'on estimait au début des années 2000 qu'un quart des entreprises étaient maintenues artificiellement en vie par ce type de procédé, avec les conséquences bien sûr que l'on connaît sur les perspectives de croissance à long terme. La bonne nouvelle pour toutes les entreprises françaises qui sont ici est que, vous le voyez sur le graphique de droite, au moins en France, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque le niveau des créations d'entreprises, même lorsque l'on ne tient pas compte des auto-entrepreneurs, a retrouvé celui d'avant-crise. Donc des créations en hausse en France, des défaillances en baisse. Vous l'aurez compris, le risque entreprise a eu quand même tendance à baisser ces derniers temps. C'est d'ailleurs ce qui nous avait conduit, il y a 6 mois, à améliorer l'évaluation pays en A2 de la France. Donc pour rappel, ces évaluations pays mesurent le risque de crédit moyen des entreprises en tenant compte notamment de notre expérience de paiement ainsi que d'indicateurs macroéconomiques et sectoriels. Et donc, ce qui ressort de notre dernière actualisation donc, que nous publions aujourd'hui est que donc, nous annonçons le reclassement de l'Espagne dans un contexte macroéconomique toujours favorable et puis dans un environnement politique relativement apaisé, même si cette année, il faudra toujours surveiller la question de la Catalogne. Et nous reclassons aussi deux autres pays, l'Islande et Chypre, alors 2 pays éloignés en Europe, mais qui ont pour point commun d'avoir résolu ou d'être en passe de résoudre la question des contrôles de capitaux, ce qui forcément améliore le risque entreprise. Et enfin, je terminerai là-dessus, dans un contexte où ça va mieux en Europe de l'Ouest au niveau macroéconomique, une région en a particulièrement bénéficié au cours des 2 dernières années, c'est l'Europe centrale, d'où les nombreuses améliorations d'évaluation pays que vous pouvez voir qui ont été décidées au cours des derniers trimestres. Et encore aujourd'hui,
J'en dis pas plus sur le sujet, puisque c'est le sujet justement de la prochaine table ronde. Je vous remercie.